Merci Delphine. Donc Delphine vous a présenté c'est quoi un SaaS et du coup on va vous présenter comment on pourrait appliquer un SaaS sur notre territoire, le 76A, donc en dehors de la métropole du Havre. Donc là vous voyez tout le territoire qui est concerné, donc ça va de Saint-Valery-en-Caux, Gournay-en-Bray, Elbeuf, donc c'est quand même assez vaste. Et donc il va falloir appeler chaque professionnel de santé pour savoir comment il veut fonctionner. Donc ça représente plusieurs CPTS, certaines avec les ACI signés, certaines où il y a juste la lettre d'intention qui est validée, et les CPTS en projet. C'est un petit rétro-planning de l'organisation du SaaS. Il y a eu, il y a plus d'un an, les rencontres avec le SAMU, les informations du SAMU sur le SaaS, les premières réunions avec les représentants en septembre, avec les représentants de PDSA et CPTS. La première réunion avec l'ARS, et le SAMU et l'APSAR, qui a porté le projet dès le début et qui porte encore le projet du forum aujourd'hui. La création du SaaS, qui devrait être par là, a été créé le 14 décembre. Ce qu'on a fait ces 6 derniers mois, c'était écrire la lettre de mission qu'on a co-signée avec l'ARS, valider les acteurs locaux, rechercher des solutions logicielles dédiées, pour faciliter l'organisation. Et là, c'était le temps d'information, donc c'est le forum d'aujourd'hui. Et entre-temps, on a aussi recruté une chargée de mission. Les professionnels impliqués du territoire, donc là, ça s'est basé sur en grande partie les secteurs de garde. Il y a 14 secteurs de garde. Et il y a déjà des maisons médicales qui assurent de la PDSA et du soin non programmé. Comment est organisé le SaaS tel qu'on l'a écrit dans les statuts? On voulait qu'il soit représentatif de tous les professionnels de santé pouvant intégrer l'organisation du SaaS. Donc on l'a découpé en 4 collèges. Donc premier collège, le collège des régulateurs, parce qu'une grande partie de l'activité du SaaS va passer par le 116, 117 ou du 15 si c'est mal orienté. Le collège numéro 2 sont les médecins libéraux de soins non programmés, donc les médecins effecteurs, les régulateurs, les effecteurs. Le collège numéro 3, qui sont les CPTS et les représentants des CPTS, parce que dans les missions des CPTS, il y a l'organisation du soin non programmé. Donc chaque CPTS doit avoir un projet d'organisation de soins non programmés, et le SaaS va être là pour coordonner un peu tout ça, pour qu'au niveau de la régulation et des opérateurs de soins non programmés, ils n'aient pas à chercher sur un territoire comment c'est organisé, que tout soit listé. Et le collège numéro 4, les représentants des autres professionnels de santé, toutes les professions paramédicales qui peuvent participer, donc les sages-femmes, les infirmières, les kinés, à intégrer tout le monde. Sur le poids de chacun, on a fait une répartition soit 30% pour les régulateurs, pour le conseil d'administration, pour les votes, donc 30% pour les régulateurs, 30% pour les effecteurs, 20% pour les CPTS et 20% pour les autres professionnels de santé. Président du conseil départemental de l'ordre et les membres de droit de l'association, et les membres invités sont l'ARS et le conseil du département. L'association SaaS, c'est une gouvernance. C'est pas parce qu'on ne fait pas partie du SaaS qu'on ne peut pas proposer des créneaux de soins non programmés ou participer d'une quelconque manière à l'organisation du soin non programmé. Le SaaS, il est juste là pour coordonner. Le but de l'association du SaaS, c'est de mettre un fonctionnement opérationnel. C'est mieux quand même si ça fonctionne. Une des missions importantes, ça va être d'embaucher et de former les opérateurs de soins non programmés et la chargée de mission qui va coordonner tout ça. Chargé d'établir le cahier des charges du SaaS au niveau local, toute son organisation. Et du coup, il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'association pour participer aux soins non programmés sur le département. L'association, donc, je suis président, je suis médecin généraliste à Elbeuf. Il y a Joanne Pacheco, qui est vice-présidente, qui est au 2e rang, qui est médecin généraliste aux urgences médicales rouennaises et responsable de la régulation du SAMU 76A.
Mohamed Fakir, qui est médecin généraliste à Rouen et qui fait partie de la CPTS Rouen-Cœur Métropole, Mathilde Tiberville, qui est médecin généraliste à Foucarmont et qui fait partie de la CPTS Bredrel, Charlotte Baron, qui est médecin généraliste également à l'UNR et qui est présidente de l'UNR, Delphine Secret-Pouliken, qui a parlé juste avant, qui est médecin généraliste à Rouen et présidente de l'APSA, et Simon Muder, qui est médecin généraliste à l'UFTO et qui fait partie de la CPTS en cours de création à l'UFTO et qui est représentant du secteur de garde. On a travaillé aussi avec le SAMU, ça c'est une petite organisation de ce qu'on appelle le décroché au niveau du SAMU. Donc, les gens, ils font soit le 15, soit le 116-117. Ça sera toujours l'assistant de régulation médicale. Donc ce sont les gens actuellement qu'on a quand on fait le 15 ou le 116-117, c'est le personnel qui décroche le téléphone au SAMU. L'assistant de régulation médicale, si ça vient du 15, normalement c'est de l'urgence vitale et c'est régulé du coup par le médecin régulateur du SAMU. Voilà, c'est pour les urgences vitales. Comment vont s'articuler les OSMP? Si c'est une demande de consultation de médecine de ville et que l'assistant de régulation médicale, même si ça arrive par le 116-117, a éliminé une urgence vitale qui doit être basculée sur le SAMU, à ce moment-là, l'ARM, il a éliminé l'urgence, il bascule sur l'opérateur de soins non programmés. Et là, l'opérateur de soins non programmés va faire toute la fiche administrative et en fonction de protocoles qui seront écrits sur différentes prises en charge, soit il y a une disponibilité, il n'y a pas besoin d'avis médical, ça rentre dans un protocole, il faut une consultation, disponibilité du médecin traitant, oui, prise de rendez-vous chez le médecin traitant, pas de disponibilité du médecin traitant, et là on va utiliser toutes les possibilités alternatives qu'on a pour répondre aux soins non programmés. Donc on peut toujours basculer sur le médecin régulateur, donc Joël Pacheco qui est représentante ici, les créneaux du SAS que chaque médecin peut mettre déjà sur la plateforme nationale, passer par SOS Médecins, les maisons médicales de garde, l'organisation des soins non programmés des CPTS, voilà, les maisons médicales de garde. Est-ce que c'est clair? L'organisation. C'est une proposition. Voilà, c'était comme ça que nous, on l'avait pensé pour l'instant. Un des buts aussi de l'organisation de tout ça, c'est que cet hiver, il y a eu une grosse surcharge du 15 et du 116-117 et qu'il y a des urgences vitales qui ont été noyées dans les appels et il y a eu des retards de prise en charge. Et en passant par là, l'assistant de régulation médicale, en général, en 30 secondes, il sait si c'est une urgence vitale ou pas. Et le 15 passe en premier sur la ligne d'attente par rapport au 116-117. Voilà. Monsieur, excuse-moi, dans l'organigramme que tu as mis dans la présentation, il y a donc les CPTS, les SAS, les SOS médecins, tout ça, et du coup, dans cette case-là, il n'y a pas les urgences, les services d'urgence des hôpitaux. S'ils ont une organisation de soins non programmés comme à Elbeuf, on les intègre. D'accord, c'est-à-dire qu'éventuellement, on peut dire c'est une urgence, mais il n'y a pas besoin qu'il y ait une ambulance qui les emmène, ils doivent eux-mêmes aller aux urgences. La définition du soin non programmé, il faut répondre dans les 48 heures. En fait, si je peux me permettre, du coup, ça intervient dans avis du médecin, conseil médical, aller aux urgences. Vous avez un moyen d'y aller, vous passe faites par appel l'avis médical. Mais après, c'est pour ça qu'on a un peu galéré avec nos Il y a flèches. deux choses. On n'a pas voulu en mettre trop dans tous les sens, mais on peut aussi envisager, c'est pas à simple sens, à sens unique, ça peut aller, après, on peut rebasculer vers la filière médecine d'urgence et un médecin régulateur libéral peut très bien envoyer une ambulance. C'est ici l'avis du médecin du SAS, réorientation du FG médecin traitant, et ça repart ici. Je pense que la question là, c'est qu'à Elbeuf, il y a une organisation, il y a un médecin généraliste qui fait du soin non programmé de midi à 23h au sein des urgences d'Elbeuf. Et il voit toute de la filière qui est classée critère 5, classée 5. Et donc c'est un médecin généraliste qui fait du soin non programmé. Donc ça répond, ça peut répondre. Et toutes ces choses-là qui sont déjà en fonctionnement, il faut les intégrer. C'est pour ça que je me demandais si ça ne devait pas être dans la liste non et dans la case SOS médecin, machin, dans cette case-là aussi. C'est-à-dire le rajouter dans le listing en fait. Bah ça fait partie des soins non programmés, en fait, des organisations de soins non programmés.
Excuse-moi, je me permets du coup les unités de soins non programmées sont aussi du coup dans cette organisation. Tout ça, il faut effectivement qu'on en parle pour savoir comment on peut travailler ensemble. Il y est, hein, c'est la dernière ligne. C'est la dernière ligne, Vincent. Maison médicale, soins non programmés. Tu peux venir à côté de moi si tu veux. Sinon, on connaît des bons ophtalmos. Pas très très beau. Non, mais je porte des lunettes depuis peu, alors que ce qu'on voulait dans ça, c'est aussi une dimension pluripro, intégrer les solutions des CPTS et créer des filières. Donc pluripro, intégration des sages-femmes, des pharmaciens, des kinés, des infirmières. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui sort un samedi matin de l'hôpital parce qu'il faut de la place, il est diabétique sous insuline qu'il est hospitalisé. Il sort le samedi matin et il faut des infirmières le samedi midi ou le soir pour... là, on peut avoir une prise en charge SAS infirmière qui passe par là. Intégrer les solutions des CPTS, comme je vous l'ai dit, chaque CPTS doit avoir une organisation de soins non programmés. Si on peut standardiser les outils, ça sera mieux. Et créer des filières. Il y a les radiologues sur le territoire qui sont en train de mettre en place quelque chose pour l'accès à l'imagerie en soins non programmés. Et les soins, pourquoi pas un jour intégrer un soin non programmé de cardiologie, pneumologie, dermatologie. Mais tout ça, ça peut se discuter. Comment ? Les kinés. Les kinés, tout le monde. Dans ce sens, l'APSAR a organisé une réunion le 4 mai qui était en visio, où Mathieu Morin avait repéré les différents outils qui pouvaient exister informatiques sur la prise de rendez-vous et qui pouvaient être des outils facilitateurs. Donc il y avait 48 heures chrono qui a présenté à 13h, Doctolib à 13h20 et InziCare à 13h40. Vous connaissez peut-être InziCare, les orthophonistes font des listes d'attente de rendez-vous, c'est là-dessus qu'il faut inscrire nos patients. Et donc on a eu leur présentation, on a évalué du coup sur un cahier des charges de ce qu'on voulait comme fonctionnalité. Et on a intégré du coup dans le comparatif la plateforme nationale parce que dans l'organisation du SAS, au niveau de l'État, ils ont créé une plateforme nationale sur laquelle doivent transiter toutes les prises de rendez-vous pour pouvoir avoir accès aussi à la cotation de 15 € en plus. Voilà. Donc du coup, même si on prend un outil qui fait la même chose, il faut que ça transite par la plateforme nationale pour que ce soit validé SAS. On ne peut pas prendre directement l'outil de la plateforme nationale. C'est là, c'est que médical. Le problème de la plateforme nationale, c'est que ce sont que des rendez-vous médicaux. Et pour y avoir accès, il faut être au SNP. Sauf qu'un pharmacien qui reçoit un patient dont il a la charge sur le territoire, qui dit là, il est 39 depuis 2 jours, il est diabétique, il faut une évaluation, avec d'autres outils que la plateforme nationale. Le pharmacien, il peut aller voir peut-être avoir accès à l'organisation des soins non programmés au sein de sa CPTS ou de sa maison de santé et directement prendre le rendez-vous de la pharmacie avec le médecin ou un médecin dans la maison médicale du patient. Ça, c'est pas marqué dans l'autre organigramme. Dans l'autre organigramme, ça passait pas. L'autre organigramme, c'était les 2 portes d'entrée, 15, 116, 117. Mais donc il y a d'autres portes d'entrée. Il y a d'autres portes d'entrée parce qu'on a aussi essayé de réfléchir à ne pas surcharger le 15 et le 116, 117. Et il faut voir que ça s'interface avec les CPTS. C'est-à-dire que les CPTS, si elles prennent un outil, autant que ce soit interfacé avec le même outil que les CPTS si elles ont une réponse aux soins non programmés. Et voilà, ce ne sera pas la porte d'entrée SAS, forcément, avec les pharmaciens, mais ce sera dans la CPTS. L'organisation va utiliser un outil qui aura vu avec les pharmaciens, des choses comme ça. Et c'est pas la peine de rajouter des tas de choses. Si tout peut être mis sur un même, ça va simplifier les choses. Et donc, on a fait toute une évaluation par critères. C'est 48 heures chrono qui arrivent devant Doctolib sur tous les critères qualité qu'on avait mis en place. Sur les critères, il y avait, par exemple,
Quand ça passe par le SAS pour avoir la majoration, il faut qu'il y ait une remontée des données de prise de rendez-vous SAS de la plateforme à la CPAM. Ça n'a pas été pensé quand ils ont créé la plateforme. Donc, du coup, c'est à faire manuellement. Ou alors, 48 heures chrono le fait. Et c'est automatique. Donc ça veut dire que dans l'organisation du SAS, si on n'a pas un outil informatique qui automatise ça, ça va prendre du temps de secrétariat. Et ça, c'est du temps perdu. Voilà. Il y a les intégrations de tous les professionnels de santé, les sages-femmes, tout ça, la plateforme ne le fait pas. Là, avec 48 heures chrono, on peut organiser les rendez-vous du réseau Conclite pour, par exemple, l'hiver, les rendez-vous de sages-femmes en urgence, de soins non programmés pour les sages-femmes, les infirmières. On peut intégrer tous les autres professionnels de santé. La radiologie, et on pourra peut-être intégrer des spécialistes. Les capacités de dissocier, du coup, comme le disait Delphine, les créneaux SAS et les soins non programmés des CPTS, et les capacités limitées, la double saisie pendant un moment sur certaines plateformes de prise de rendez-vous en ligne. S'il y a 2 rendez-vous qui étaient pris en même temps, les 2 se validaient. Là maintenant sur les plateformes 48 heures chrono et Doctolib, le premier qui valide, il bloque pour le deuxième. C'est à la validation que du coup il y a un blocage. Et juste je rajoute sur la capacité de discerner ça, c'est soins non programmés, on peut tout à fait décider de ne pas faire partie du SAS, mais de mettre des créneaux de soins non programmés sur la plateforme 48 heures chrono. Il y a une petite case à cocher. Soit mes créneaux, c'est du soin non programmé que je vais faire pour ma CPTS, mais je n'ai pas envie de faire partie du SAS pour des tas de raisons, voilà, ça s'entend. Et là, j'ai la possibilité de le faire sur la même plateforme. Je coche une case, soit je mets aussi pour le SAS, soit je ne mets pas pour le SAS. Voilà, ça permet de laisser plus de liberté à chacun. On peut faire du soin non programmé et pas vouloir faire partie du SAS. Donc du coup, vous avez opté pour cette plateforme-là où c'est en cours ou non, c'est toujours en discussion? C'est en cours, mais c'est effectivement 48 heures chrono qui a plus de critères. Après, c'est une question de financement. On peut rajouter effectivement qu'au niveau de l'ARS, pour eux, c'est la plateforme nationale. Je le dis, ils sont là, ils sont au courant. Mais pour nous, ce n'est pas l'outil le plus performant. D'abord parce que dans certains territoires, on a bien montré que la plateforme ne fonctionnait pas bien. De toute façon, il faut rappeler les médecins. Donc de toute façon, voilà. Et puis, il était dit, dans ces cas-là, c'est les CPTS qui devraient payer cet outil. Sauf que, alors, pourquoi pas, là où il y a des CPTS, sauf que le SAS 76A, il n'y a pas de CPTS partout. Et on ne peut pas avoir un système à 2 vitesses avec des CPTS, c'est super, ils vont avoir un outil beaucoup plus performant, et les autres qui galèrent déjà parce qu'ils n'ont pas de CPTS, c'est compliqué et tout, et eux, ils vont encore en plus avoir un outil qui ne fonctionne pas. Donc pour l'instant, c'est en pourparlers, on espère quand même que ça va aboutir. Mais voilà. Avec toutes les explications là, je pense qu'il y aura plus de Je pense que là, Donc voilà pour la plateforme nationale à 1,2 sur 20. Là où les docteurs juniors devront avoir 14 sur 20 pour pouvoir passer leurs euros. La chargée de mission qui prendra son poste début juillet, après la fin de son diplôme de master en ingénierie, parcours, coordination des trajectoires de santé. Donc c'est Marion Sansas qui est ici. Donc, qui est infirmière diplômée d'État et qui a fait un master. On a vécu sans SAS et on va vivre sans SAS pour le futur. Parce que c'est sensationnel en fait, hein. C'est dans ce sens-là. Voilà. On l'a fait une fois, c'est normal. On l'a 25 ans que je la vis. En privé, on l'a fait beaucoup plus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant qu'on vous a présenté ce qu'on a fait? Delphine en a déjà un peu parlé, mais c'est maintenant en fait c'est pour Marion. C'est recenser toute l'offre de soins du 76A en soins non programmés.
Ça va être informer, aller rencontrer les professionnels de santé du territoire et connaître leur positionnement sur leur fonctionnement de leurs soins non programmés, du soin non programmé de leur territoire. Mettre en place l'outil informatique, il va falloir qu'on finalise ça. Écrire des protocoles de prise en charge pour les opérateurs de soins non programmés qu'il va falloir recruter et former, parce qu'il n'y a pas de formation qui ont été faite, donc c'est à nous de les former. Recruter des bêta-testeurs, donc merci beaucoup à vous tous, pour évaluer je pense qu'on va mettre en place déjà, le but, ça serait, pour que ça soit en septembre, ça serait bien, de mettre quelques médecins qui fonctionnent déjà avec l'outil informatique qu'on aura choisi, quelques opérateurs de soins non programmés, et qu'on voit si on a pensé à tout, si ça fonctionne, quelles sont les failles auxquelles on n'aurait pas pensé dans l'organisation, avant de généraliser, parce que si on généralise un truc qui ne fonctionne pas, les gens vont partir et ils ne vont pas revenir. Donc, voilà. On veut aller vite mais bien. Et mon bêta-testeur bienveillant en fait, parce qu'on va forcément avoir des couacs. Et puis on est susceptible. Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Et, donc là, il y a les ateliers de cet après-midi qui vont nous permettre déjà de... Il y a 5 cas cliniques qui chacun va s'inscrire, peut-être se sont déjà inscrits. Et ce sont des cas cliniques qui n'ont pas roulé comme ça aurait dû l'être. Et il va falloir retravailler ces cas cliniques et probablement que, vu le nombre qu'on est, il y aura plus de solutions qui seront présentées que celles auxquelles nous on aura pensé en amont. Donc le but c'est d'aller chercher, grâce à vous, des idées. Et puis ça sera d'élargir le fonctionnement du SAS sur tout le territoire. L'idéal, je pense que ça serait janvier. Et voilà. Question Mathieu, pour les créneaux de soins non programmés qui seront dédiés, est-ce que du coup il y a une relation avec le secrétariat téléphonique qui peuvent être entre guillemets nos créneaux du jour? Est-ce que du coup il y aura un outil pour communiquer entre son secrétariat et, parce qu'on n'a pas tous une secrétaire physique, et du coup un outil qui permet, si par exemple on propose 7 créneaux du jour qui peuvent être pour les créneaux du jour pour la secrétaire et qui peuvent être pour les soins non programmés, comment communiquer les deux? Si tu es en papier, c'est ta secrétaire. Si tu as une prise de rendez-vous par une plateforme, est-ce que ta plateforme est synchronisée avec la plateforme nationale? Dans ce cas-là, oui. Donc ça, il faut leur demander s'ils se synchronisent avec la plateforme nationale. C'est ça, il faut que ça soit synchronisé. 48 heures chrono, la secrétaire peut y avoir accès. Et positionner les créneaux SAS C'est sur ça. 48 heures chrono, et la secrétaire peut aussi mettre les créneaux du jour sur 48 heures chrono. Et ça, du coup, c'est pour ça qu'on a ce système-là, c'est 48 heures chrono. Il est tout à fait possible que le secrétariat ait un accès. Monsieur Boisdin. Par rapport aux bêta-testeurs, parce que moi je veux bien être bêta-testeur, mais ça implique l'équipe, le reste de l'équipe de la MSP quand même. Est-ce que... Ça implique Un peu quand même. le secrétariat? Oui, le secrétariat, et puis si je peux en embarquer d'autres dans le bêta-testing, c'est mieux. Ah bah oui. Mais est-ce que, question pour motiver, est-ce que à partir du moment où on est bêta-testeur, on est considéré comme faisant partie d'un SAS effectif et on peut bénéficier de la ROSP SAS? Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est une question. C'est une réponse. Merci Mathieu. Parce que vous pouvez dès maintenant mettre des créneaux sur le SAS On peut déjà Et ça valide déjà. qui valideront votre ROSP. Il y a peu de chances qu'on vous C'est organise l'inscription sur la plateforme nationale qui valide le ROSP. Inscrivez des créneaux. Alors, je serais plus modérée sur Ce que tu disais sur l'interconnexion de notre agenda avec celui du SAS, donc si on choisit la plateforme 48 heures chrono, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que le 48 heures chrono ne peut pas venir voir sur notre agenda, si c'est Doctolib par exemple,
48 heures chrono n'a pas accès à notre agenda Doctolib pour y voir les rendez-vous qu'on aurait pu mettre. Ça, non. On est forcément obligé de les bloquer. Il est synchronisé avec la plateforme nationale. C'est ça, ok. Si la secrétaire, elle doit avoir deux logiciels. Enfin, le logiciel habituel de prise de rendez-vous Ouais. et Il faut qu'elle pense qu'elle a bloqué l'autre. Bref, tout le monde n'a pas Doctolib, donc c'est un problème qui de toute façon peut se poser pour plein de monde. C'est un. Voilà. Effectivement. En passant par Doctolib, c'est synchronisé. En fait, la plateforme, elle est encore en, Si elle est encore en si développement. ton logiciel il est synchronisé avec la plateforme, C'est ça. du coup ça se synchronisera. En fait, pour l'instant, la plateforme, elle était aux dernières nouvelles interfacée avec 7. Il n'y avait pas que Doctolib, il y en a d'autres. Elle était interfacée de mémoire avec 7 logiciels de prise de rendez-vous différents. Et elle est censée être étendue à. J'ai vu qu'il y avait 35 en tout, ou une trentaine après de systèmes de prise de rendez-vous. Et elle est toujours en cours de développement et d'amélioration, etc. Et ce qui est demandé par les médecins qui pratiquent déjà avec la plateforme les prises de rendez-vous, c'est qu'à un moment donné, en fait, on se simplifie la vie et qu'on puisse directement via la plateforme cliquer et bloquer le rendez-vous sur le système de prise de rendez-vous. Je sais pas si c'est clair. Non, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on prenne contact avec nos secrétariats téléphoniques et leur dire est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une plateforme nationale? Est-ce que vous êtes synchronisé avec? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? La plateforme, non, c'est ton agenda. C'est bien ça le problème. En fait, c'est bien le souci, c'est que nous, c'est pour ça que la plateforme, elle est un peu complexe en termes d'utilisation quotidienne, c'est qu'elle met à disposition, en fait, elle met en visibilité des créneaux identifiés par les médecins effecteurs, mais elle ne permet pas de les bloquer, de prendre les rendez-vous directement. Donc en fait, on a une interface qui est la plateforme qui permet juste de dire oui, ce médecin-là à tel endroit, il est. En fait, pour vous simplifier juste, la plateforme, elle sert à quoi? Elle sert à l'OSNP ou à l'ARM ou à la personne qui s'en sert de noter le nom, le prénom et surtout l'adresse du patient pour géolocaliser les rendez-vous mis à disposition à proximité de l'endroit où est le patient. Donc en fait, ça permet, tout le monde connaît Rouen à peu près ici, si un patient appelle qu'il est rue de Crosne et qu'il y a un cabinet médical au niveau de la rue Saint-Éloi qui met à disposition par exemple des créneaux SAS, de dire ce patient-là, on a tapé son adresse, on valide, tac, le docteur secret a un rendez-vous disponible à telle heure, à tel endroit, et donc on sait. Mais elle ne permet pas en fait de prendre le rendez-vous. On ne peut pas cliquer, dire je bloque le rendez-vous, c'est bon, il est validé. Il faut effectivement repasser par un autre système de prise de rendez-vous. C'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'en fait ça fait à nouveau un truc supplémentaire à utiliser, et donc c'est pas hyper. Oui, mais quand c'est pareil. Oui, mais donc c'est tout l'intérêt de voir comment on peut simplifier les choses, et donc c'est pour ça qu'il va y avoir besoin des bêta-testeurs et d'un temps d'adaptation Et de bien. Voilà. Il va y avoir des doublons, il va y avoir. Oui, il va y avoir des petits problèmes au Probablement. départ, ouais. Probablement. Après, effectivement, passer par 48 heures chrono, ton secrétariat téléphonique pourra avoir un accès. C'est aussi le. Voilà. Oui, Et il ça veut faudra. dire qu'il faut des créneaux dédiés SAS et qui ne soient pas pour nos patients à ce moment-là. Et qui ne sont pas sur notre agenda qui est proposé à notre secrétaire. Oui, mais en fait, Ou le fait alors- de mettre à disposition n'empêche pas que vous puissiez. Alors là, c'est calme, Mais il y a après toujours pas un peu l'affaire. Oui, non, mais alors, soit vous bloquez vos rendez-vous et ils sont effectivement dédiés que à des patients SAS, et puis bah, s'ils sont pris, ils sont pris, s'ils sont pas pris, tant pis, et on prend le parti de dire je les utiliserai pour faire l'administratif, et voilà. Soit vous les mettez à disposition, mais ils sont mis à disposition et pas forcément utilisés. Et s'ils ne sont pas utilisés, on peut aussi dire que si vous avez des appels pour des urgences dans vos cabinets, bien évidemment, vous avez le droit de les récupérer pour vos patients. Vous les avez mis à disposition, mais finalement, ils ont été pris. Et le travail des OSNP, ça sera aussi justement d'aller faire le lien et de voir si le créneau est toujours dispo. Et ça, je pense que ça va être très compliqué. Bah, il va y avoir un temps d'adaptation. Ouais. Et donc, quand on n'a que des secrétaires et qu'on n'a pas de plateforme, les secrétaires ont donc les deux, elles ont notre agenda et l'agenda. Voilà. Ouais. Après cet agenda, par exemple, on est avec 48 heures chrono, on peut interfacer avec les agendas des radiologues. Donc ce qu'on souhaite avec cette plateforme, c'est qu'il n'y ait pas que les créneaux de médecins généralistes, c'est quelque chose sur lequel on sera peut-être amené à aller pour prendre des créneaux de radio dans les 48 heures, peut-être des créneaux pour la bronchiolite en semaine, puisque ça a causé un souci au niveau de la bronchiolite cet hiver, où à part le week-end, il n'y avait pas de réseau de bronchiolite et il y avait des prescriptions. Et donc c'est un outil que peut-être on aura plus l'habitude d'aller voir, pas que pour ces créneaux-là, puisqu'on s'en servira un peu plus et qu'il faudra peut-être jongler effectivement entre les deux. C'est un outil qui peut nous permettre déjà des perspectives d'amélioration pour d'autres choses que les SAS.
On est bien d'accord. Du coup, par exemple, là, tu parles du réseau bronchiolite. Imaginons qu'on a un patient qui doit faire de la kiné-respi. On pourra, nous, inculquer un rendez-vous sans Oui. repasser forcément par le... Oui, tout Par à fait, c'est ça le but. fait de prendre une plateforme comme 48 heures chrono, Doctolib, tout ça, oui. Et c'est pour ça qu'on veut ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le pharmacien qui voit quelqu'un, il faut qu'il soit évalué, il peut prendre le rendez-vous. Il ne va pas dire, bah, rentrez chez vous, faites le 177. Tu peux appeler alors dans le poste tout de suite. Non, Oui, Guillaume. J'ai une réserve de créneaux de soins non programmés. C'est, je garde mes enfants le mercredi de 10h à 11h. De toute façon, je sais que je suis dispo parce qu'ils ont musique. Ben là, j'ai 4 créneaux en fait de téléconsulte depuis chez moi à proposer. Tu peux. Là, c'est des... En fait, on peut mettre normalement, alors je sais pas s'il y en a qui ont été curieux, qui sont déjà allés voir, mais sur la plateforme ou après du coup sur d'autres systèmes, mais en tout cas on va rester sur le principe de base. Initialement c'était la plateforme et ça va fonctionner pareil je pense avec tous les autres systèmes qu'on pourra utiliser. On peut soit mettre à disposition des créneaux de rendez-vous physiques, on peut mettre des créneaux de téléconsultation et on peut même mettre pour les courageux des créneaux de visite. Je le dis, voilà, c'est ça quand même. Mais exactement. Et donc on peut en fait mettre à disposition des créneaux de téléconsultation sur ce système. Ça, faut mettre en avant parce que c'est une réserve. Ça, sur les certificats d'essai, c'est pas mal de le relever parce qu'il y a, en fonction des territoires, il y a des soucis. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont fait de la route pour venir nous faire des certificats d'essai et qui ont été appelés sur les jours off, alors qu'on était dispo. Sur la téléconsultation, je rajoute aussi que, par exemple, Doctolib n'a pas été aussi, il avait été pas retenu pour ça aussi, c'est qu'on ne peut mettre que la téléconsultation sur Doctolib que si tu as l'abonnement téléconsultation Doctolib. Du coup, 3 bras. Doctolib, sur leur manière de communiquer, c'est gratuit pour les CPTS, les SAS. Donc ça veut dire que c'est tous ceux qui prennent Doctolib pour eux qui payent pour les autres. Mais ils sont bons au commerce. Bah ouais, oui. Ça devient toujours payant. Mais voilà, l'abonnement en 10 ans chez Doctolib, il est passé de 70 € à 145 sans la téléconsultation. Après, est-ce que le but du SAS c'est de mettre en avant des téléconsultes alors que si finalement on a le médecin régulateur, il fait une sorte de téléconsulte, donc non, pas tellement. Alors non. Par contre, là, c'est une régulation médicale. Alors, pour moi, la j'en téléconsulte. profite, je fais un petit coup de pub, mais s'il y en a ici qui sont intéressés par venir juste voir comment ça se passe et parce que c'est important de savoir en fait comment ça se passe la régulation, la porte est ouverte. Il y a un code, mais c'est ouvert. Mais non, en fait, on fait pas. On espère pouvoir à un moment donné le mettre en place. Mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça. Le SAS, ça va. C'est dommage, je crois que le docteur Bini, il n'est pas encore là. Voilà. Il sera pas là, peut-être. Mais du coup, au Havre, ils ont déjà le SAS en place et ils ont pris 30 à 35% d'augmentation du nombre d'appels. Donc, effectivement, on a un peu augmenté nos effectifs de régulateurs sur les heures de jour de SAS, mais pas suffisamment pour qu'on puisse se permettre, là, à l'heure actuelle, de faire de la téléconsultation. On espère pouvoir à un moment donné le mettre en place, mais on peut faire de l'envoi d'images, de l'envoi de choses comme ça, mais c'est pas de la téléconsultation, on est sur de la consultation téléphonique. Et pour le coup, ça aussi c'est limite parce qu'on ne voit pas les gens. Donc vraiment, c'est complémentaire. Après, on peut se poser la question de la pertinence d'une téléconsultation dans le cadre du SAS. C'est ça, je trouve que c'est moyen quand même. Il y avait une question d'abord. Il y avait une question avant. Sur la bronchiolite, du coup, il faudrait que, par exemple, pour un accès à un médecin de kinésithérapie respiratoire, que le kiné soit également sur ces plateformes. C'est le but. Chose qui est très peu utilisée au sport de métier du fait de la faible praticité au quotidien. Alors les médecins engagés dans le réseau bronchiolite, a priori, je peux te laisser la parole. C'est pas Antoine, c'est la discussion qu'on a eue il y a quelques temps entre le réseau bronchiolite du RPS et les consultations kinésithérapeutes. On a une problématique actuellement, c'est que les parents n'arrivent pas à trouver de médecins quand il y a une prescription de kiné respiratoire en dehors de l'ouverture du réseau de kiné respiratoire. Ils n'arrivent pas à trouver
de kinésithérapeutes qui veulent prendre en charge les enfants. Donc, quand on a reçu, ça suite aux 3 dernières années qui se sont passées, à la fois des épidémies faibles, à la fois des recommandations qui ont été un peu mal comprises, et ce qui fait qu'on a une démobilisation complète au niveau des kinésithérapeutes. Et effectivement, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de prescription, mais quand il y a des prescriptions, on ne trouve pas de kiné. Donc quand on a commencé à en discuter au niveau URPS, Union des kinésithérapeutes, on s'est dit il serait peut-être intéressant de savoir quel kiné propose des créneaux kiné respiratoires pour pouvoir prendre en charge assez rapidement et surtout pour pouvoir jouer notre rôle qui nous est accordé par les recommandations, c'est-à-dire la surveillance de l'enfant dans les 24 à 72 heures après les premiers symptômes. Et c'est la seule urgence des kinés en plus. Et là, on s'est dit, ça ressemble beaucoup au SAS, à ce que les médecins sont en train de mettre en place. Donc, c'est peut-être intéressant, nous, réseau bronchiolite, de venir se rapprocher du SAS pour savoir si on peut réussir à créer cette offre aux parents pour pas qu'il y ait, par expérience, on a des parents qui ont téléphoné au réseau, qui ont téléphoné à 21, voire même 30 kinésithérapeutes avant d'avoir une réponse positive pour pouvoir prendre en charge un enfant. Il y avait une question. Alors, les je suis infirmière libérale. Par expérience, je fais des consultations sur mon territoire. Donc, tout à l'heure, vous disiez que les consultations, c'est compliqué. Notre majorité de la population, c'est quand même des gens d'un certain âge, peu mobilisables ou moins mobilisables que les plus jeunes. Et je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit qu'on peut être demandeur en tout cas, de soins non programmés ponctuels sur des patients où la téléconsultation en appui d'un conseil de santé au domicile peut vraiment résoudre la situation. Mais là, c'est pas la même Là, chose. on passe sur la téléconsultation assistée. Mais je ne savais pas dans votre propos si vous alliez en parler après, mais voilà, je pense que ça, Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. C'est un créneau qu'il faut quand même pouvoir vous dédier, parce que si on sait en amont que, moi personnellement, si je peux temporiser 48 heures ou 24 heures de situation, si je sais qu'en ayant protocolisé ou mis des choses en place avant pour pouvoir avoir un bilan suffisamment complet pour avoir cette téléconsultation, si je sais que Guillaume Boisdin, le mercredi matin, est à l'autre bout de la ligne et qu'avec ma petite tablette à l'autre bout du département, je peux me connecter pour avoir la vie médicale, je pense qu'on va être gagnant financièrement et on va avoir voilà. Mais je ne savais pas dans le fond, parce que j'arrive dans la situation de ça, voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut d'emblée intégrer dans nos esprits et balayer tout ce qu'on peut mettre sous un grand chapitre qui est téléconsultation. Mais il faut intégrer effectivement la téléconsultation assistée qui s'est développée grâce au Covid. Et ça, c'est les ESNP qui l'auront dans un petit tableau. Encore une question. Une dernière question. S'il n'y en a pas. Initialement, lors de l'orientation vers les médecins généralistes, on signe un contrat lorsqu'on devient médecin traitant de nos patients. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation au médecin traitant, comme on appelle d'un de ses patients, de prendre ce patient? Parfois on ne peut pas. Puisqu'on a signé, alors si on n'est pas là, on ne peut pas. Il y a 15% de la population de Seine-Maritime qui n'a pas de médecin. Donc le SAS, c'était dans les premières diapos, c'est médecin traitant non disponible, il est en vacances, il n'est pas remplacé. Pas de médecin traitant, pas de structure de soins non programmés, on passe par le SAS. Je vais prendre l'exemple de. C'est dommage, Émilie n'est pas encore arrivée, mais. Si, elle s'est glissée. Elle n'écoute pas, mais elle est là. Elle n'écoute pas, elle n'entend rien du tout. Elle n'entend pas. Non, elle n'entend pas. Elle n'entend toujours pas. Non. Émilie. Est-ce qu'elle devient pire? J'étais en voiture, pardon. Du coup, j'allais prendre l'exemple de Dieppe parce qu'en fait, là, on parle de secteur où finalement, il y a quand même beaucoup de médecins de secteur où finalement les choses sont déjà plutôt bien rodées. Mais je prends l'exemple de Dieppe où c'est dramatique. Dieppe, il y a entre 15 et 18 000 patients aujourd'hui qui n'ont pas de médecin. Actuellement 10 000, à 10 000, probablement 15 000. Mais voilà, Le donc 15 000 patients qui n'ont pas de médecin traitant, ça, là, pour le coup, c'est une autre paire de manches. Et donc, effectivement, après, même si c'est une téléconsultation à l'autre bout du département, des fois, ça peut dépanner largement parce qu'il y a une structure adjacente aux urgences qui est une maison médicale qui prend 100 rendez-vous, donc j'ose même pas vous. Ah non, maintenant, c'est sur rendez-vous régulier. Pas la zone. Ah oui, non, mais ça, c'est l'hôpital, c'est autre chose. Par l'hôpital, et le soir, effectivement, une maison médicale, mais bon, ça ne peut pas absorber l'absence de médecin pour 15 000 patients. Donc une téléconsultation, même si c'est à Croisy-sur-Andelle et que le patient est à Dieppe, on est content. Mais je pense que la problématique de Dieppe, elle va au-delà de la question du
les médecins disponibles, mais aussi une problématique d'accès aux soins dans le sens de l'utilisation du service de santé. C'est-à-dire que vraiment, Éducation thérapeutique. l'éducation thérapeutique, etc. Parce que voilà, la maison médicale de garde le soir jusqu'au Covid n'était pas régulée à Dieppe. Vous êtes tous régulés depuis des années. On est d'accord. À Dieppe, c'était open bar jusqu'à 2020. Les gens, on est arrivé à 20h le soir, vous avez déjà 22 ans. Et pour tout, pour rien. Donc c'est culturel à Dieppe. Donc il y a énormément. Donc en fait, finalement, il y a certaines gardes le soir, c'est maintenant. Une réelle dernière question. C'était une remarque, c'est que la téléconsultation assistée, c'est une réponse pour les EHPAD et les foyers médicalisés. Et les patients qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, en plus, pas déplaçable. La réelle dernière question. C'est vrai qu'en domicile, c'est plus compliqué, mais dans les institutions, la institution spécialisée, la téléconsultation assistée, elle est très simple. L'infirmière est toujours sur place. En fait, dans un EHPAD. Après, une infirmière libérale, si elle sait qu'il y a un créneau dans 2 heures avec quelqu'un du territoire, elle est dans le secteur, elle passe. On va, juste avant la pause café. Juste avant la pause café, on a 2 invités un peu particuliers.